Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'auditorium de l'INALCO pour cette première conférence d'un cycle qui s'appelle Olympinalco et qui est un cycle qui va croiser la problématique et les questions liées à cette année olympique parisienne et française que nous allons vivre, et puis les thématiques que l'INALCO aime à développer pour son propre compte. Et donc ce cycle déclinera, il est organisé très, très efficacement par le service de l'action culturelle, de l'événementiel et de l'action culturelle, qui est dirigé par Mathilde Delacroix, qui est ici, que je remercie pour son dynamisme dans cette organisation. Et il croisera à la fois des événements comme celui-ci et à la fois des expositions ou d'autres types de conférences, débats, etc., en fonction de ce que nous aurons comme sollicitation de la part de nos collègues. Et je pense que ce sera l'occasion de voir qu'il y a beaucoup de relations intéressantes à faire entre les thématiques de l'INALCO et puis cette question des Jeux Olympiques. Et la première d'entre elles sera donc présentée essentiellement par monsieur Éric Monin, que je présenterai dans un instant, mais dont le thème est un thème qui recouvre la notion de géopolitique et la manière dont la géopolitique télescope les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cette question de géopolitique et également d'évolution de la société, il n'est pas du tout étonnant qu'on la voit interférer avec les Jeux Olympiques et avec le sport, parce que tout simplement le sport est issu de la société, et donc il est le reflet de ses contradictions, il est le reflet de ses conflits. Et je voulais, pour introduire cette séance, partir de la notion de trêve et également de la notion d'amateurisme, deux sujets qui étaient très chers à Pierre de Coubertin, que Éric Monin connaît 1000 fois mieux que moi, mais moi qui m'ont frappé en regardant 2-3 choses pour préparer cette séance. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que cette fameuse trêve olympique, elle a été violée, y compris pendant le millénaire que a duré la première organisation des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques antiques ont duré un millénaire. Nous, on en est à un peu plus de 100 ans, on a encore du travail. Hein. Donc pendant 1000 ans, les Jeux Olympiques se sont tenus dans l'Antiquité, et par exemple, Sparte a été sanctionnée, exclue des Jeux Olympiques parce qu'elle avait violé la trêve en attaquant, par exemple, un athlète qui se préparait pour les JO. Donc ces questions de géopolitique ne sont pas du tout propres aux Jeux Olympiques modernes. Et c'est d'autant plus intéressant de faire ce constat-là que Pierre de Coubertin avait lui-même, lorsqu'il a rénové les Jeux Olympiques, avait lui-même essayé de caractériser la manière dont il pouvait se démarquer des Jeux Olympiques antiques. Et je vous cite juste une phrase de lui qu'il avait prononcée en 1894, donc avant les premiers Jeux Olympiques. Il disait « Modernes, très modernes seront ces Jeux Olympiques restaurés. Il n'est pas question de se vêtir de maillots roses pour courir dans un stade de carton. Point de trépied ni d'encens. Ces belles choses sont mortes et les choses mortes ne revivent pas. De l'Antiquité, nous ne prétendons rétablir qu'une chose, la trêve, la très sainte que consentaient les nations grecques pour contempler la jeunesse et l'avenir. » Alors, pour parler de trêve et de ces difficultés, des autres enjeux que les Jeux Olympiques peuvent charrier, nous avons donc le plaisir d'accueillir Éric Monin. Alors, je vais présenter rapidement Éric Monin, mais la présentation elle-même de la totalité des activités d'Éric Monin prendrait sans doute toute la séance, donc je vais être très, très, très peu exhaustif. Éric Monin est vice-président de l'Université de Franche-Comté, vice-président à l'Olympisme.
Il est professeur associé à cette université, chercheur au laboratoire Culture, Sport, Santé et Société. Il est à la fois agrégé d'éducation physique et sportive et docteur en sociologie. Et il a fondé le Centre d'études et de recherche olympique de cette université. Mais ce n'est pas la seule corde qu'il a à son arc. Il est également judoka de haut niveau. Il a été membre de l'équipe de France. Et il est, en plus d'être musicien, comme nous en discutions tout à l'heure, il est aussi fortement impliqué dans les instances de l'olympisme. Puisqu'il est, depuis 2021, administrateur du Comité national olympique et sportif français, donc la casquette française, mais il est également, depuis 2022, membre de la commission éducation olympique du Comité international olympique. Et il est ambassadeur Paris 2024. Il a reçu en 2012 du Comité international olympique une très prestigieuse médaille, qui est la médaille Pierre de Coubertin. Et donc, il est également l'auteur de plusieurs publications. Il a par exemple, très récemment, co-dirigé un livre qui s'intitule « L'Olympisme, Genèse, Principes et Gouvernance ». Et puis, auparavant, il avait écrit « De Chamonix à Beijing » en 2021, juste avant les JO d'hiver. Et puis, un peu plus tôt, j'ai noté ce livre qu'il a écrit qui s'appelle « L'Olympisme à l'école », point d'interrogation, en 2008, qui rapproche, je pense, Éric Monin de Pierre de Coubertin, qui s'intéressait beaucoup, notamment sur la fin de sa vie, à la pédagogie. Donc, voilà, on est très heureux de recevoir ici Éric Monin. Et je vous cède la parole. Donc, une présentation qui va durer 3/4 d'heure, peut-être, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, une discussion large avec vous, si vous avez, j'espère que vous en aurez des questions ou des remarques à faire. Merci beaucoup. Très bien. Ben, écoutez, un grand merci. Je suis très, très honoré d'être parmi vous en cette fin de journée. Donc, à INALCO, c'est la première fois que j'en viens dans cette prestigieuse université. Donc, merci à vous. Merci à M. Julien Vercueil de m'accueillir et pour ces quelques mots très, comment dire, très gentils à mon égard. Je tiens également à remercier Mathilda Lacroix d'avoir organisé notamment cette présentation. Et donc, vraiment, c'est un grand plaisir parce que on s'aperçoit que durant l'Olympie, enfin durant les Jeux Olympiques qui arrivent là, eh bien, il y a un certain nombre de prises de conscience, qu'il y a peut-être une nécessité peut-être à percevoir l'olympisme comme un objet d'étude, un objet de recherche. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, simplement, avant de commencer cette présentation, d'environ à peu près 3/4 d'heure, eh bien, il me semble nécessaire de définir ce qu'est l'olympisme. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre... Alors, je ne resterai pas toujours assis, je vais me lever, ne vous inquiétez pas, parce que, en fait, j'aime pas tellement être assis, donc je vais pas tarder de me lever. Mais simplement, c'est pour vous dire que l'olympisme, beaucoup de personnes pensent que c'est du sport. En fait, l'olympisme, je vais me lever maintenant. En fait, l'olympisme, c'est pas du tout du sport. L'olympisme, c'est un objet qui va tout simplement, réunir un grand nombre d'acteurs totalement différents les uns des autres. L'olympisme va réunir des acteurs totalement différents vers un objet commun, qu'est l'olympisme, avec un outil que sont les Jeux Olympiques. Paris 2024, par exemple. Ces acteurs différents vont se rassembler, mais chaque acteur a un intérêt particulier à participer à ces Jeux, par exemple, de Paris 2024. Par exemple, j'étais il y a quelques jours au village olympique où là, nous avons rencontré des urbanistes, on a rencontré des personnes qui sont en train de vendre les appartements futurs après les Jeux olympiques. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des intérêts très particuliers et qui vont se retrouver dans ce monde de l'olympisme avec des acteurs totalement différents les uns des autres. C'est ça l'olympisme. Si je prends une image, c'est un petit peu comme un hub aéroportuaire. Vous savez que les grands longs courriers, on va peut-être en Angleterre à Heathrow, peut-être en Allemagne à Francfort, peut-être en France à Roissy, à Orly. On va vers des hubs où toutes les personnes vont converger pour simplement bien prendre ces longs courriers pour des longs voyages. C'est un peu ça l'olympisme. C'est un objet frontière, globalement, qui va réunir des acteurs totalement différents les uns des autres. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je vous ai mis tout d'abord une affiche. Alors, cette affiche, elle est
à mon sens, incroyable. Cette affiche, ça concerne les Jeux de 1924 à Paris. Alors, comme vous le savez, Paris a déjà organisé les Jeux en 1900 et également en 1924. En 1900, on a une personne qui s'appelle Alfred Picard, qui est le commissaire général des Jeux, enfin de l'exposition universelle à Paris. Il n'en veut pas de ces Jeux. Et d'ailleurs, il ne va même pas les appeler les Jeux olympiques. Ce sera des concours internationaux qu'il va mettre tout simplement dans un endroit où personne ne veut aller, à Vincennes. À Vincennes, on va même construire la ligne 1 du métro pour envoyer tous ces gens qui se donnent à la pratique sportive. Mais regardez cette affiche de 1924. Bleu, blanc, rouge. On a quelque chose de très martial, de très militaire. On a tout simplement des hommes torse nu, vous avez vu, tendus, ils regardent tous du même côté, la bouche est fermée, c'est quelque chose de très carré, le buste qu'on voit bien, le bras, le serrement de l'athlète, on voit cette espèce de toge qui vient cacher le sexe, avec les couronnes de laurier, avec les armoiries de Paris. Globalement, on est dans une image très patriotique, dans une affiche très patriotique, où on veut montrer que la France, elle est bien présente, et la France, tout simplement, elle va organiser ces Jeux, et ces Jeux, la dominante, ce sera tout simplement d'organiser des Jeux pour les vainqueurs. On ne voudra pas des vaincus, on ne voudra pas de l'Allemagne. Et donc, ce qui me permet de vous indiquer que je vous ai listé quelques Jeux, ici même, par exemple, à Athènes en 1896, les Turcs vont boycotter, notamment les Jeux d'Athènes 1896, tout simplement parce que vous le savez très bien, les Anglais, les Français vont aider tout simplement les Grecs à sortir du joug ottoman, notamment en obtenant leur indépendance en 1821. Donc en fait, on va avoir dès le début des Jeux olympiques, comme vous le disiez très bien, M. Vercueil, déjà un certain nombre, notamment d'outils, d'utilisation des Jeux à des fins géopolitiques. Alors, en 1908, vous allez avoir également les Irlandais. Les Irlandais, tout simplement, qui vont refuser de concourir à Londres sous le drapeau anglais. On va même avoir, en 1920, des rivalités nationales qui vont s'amplifier à la suite de la Première Guerre mondiale. Les pays vaincus, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie, ne seront pas invités, tout simplement, par les organisateurs des Jeux olympiques. Et donc, en fait, on l'a bien compris, les vainqueurs du conflit, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, vont refuser catégoriquement de rencontrer, dans des compétitions internationales, les anciens ennemis. Et donc, on s'aperçoit que le sport, international, semble réservé aux puissances capitalistes et démocratiques. Alors, on s'aperçoit qu'on va avoir, ici, l'Union des républiques socialistes soviétiques qui vont tout simplement, trouver un système, justement, pour combattre ce système capitaliste qui ne correspond pas justement à la politique des soviétiques. Alors ils vont créer en 1928 ce qu'on appelle les Spartakiades. Ce seront en fait les Jeux communistes. Alors ces Spartakiades existent toujours, et en 1928 ils vont naître. Alors donc c'est le bloc de l'Est, mais vous l'avez bien compris que tout simplement, ce sont toujours les soviétiques, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui vont gagner les Spartakiades. Et donc, il y a une personne, Staline, en 1952, il va tout simplement expliquer qu'il serait peut-être intéressant, peut-être de sortir de ces Spartakiades pour tout simplement montrer la vigueur, la force notamment, des pays communistes, des pays satellites de l'URSS, et tout simplement aller aux Jeux, notamment de 1952 à Helsinki. Et ça sera le cas. Mais ils vont même demander autre chose, à savoir qu'ils veulent bien se rendre à Helsinki à une condition, c'est qu'ils aient un village communiste, qu'ils ne se mélangent pas aux capitalistes. Et les choses ne vont pas se faire ainsi, les communistes vont se mélanger aux capitalistes, et d'après les grands spécialistes de l'Olympisme, ces Jeux d'Helsinki vont devenir des jeux de référence sur le plan fraternel, universel. Et donc, on le verra tout au long de ma présentation, que ce que l'on voit aujourd'hui avec Poutine, avec la Bélarus, avec la Russie, vous voyez peut-être où je veux en venir, c'est que ne pas autoriser les Russes ou les Bélarusses à venir à Paris, à mon sens, n'est pas une bonne chose. Parce que
cette ouverture, notamment en 1952, a été rendue possible, notamment en participant en 1952 aux Jeux. Donc en fait, nous allons avoir des pratiques qui vont s'organiser, et toujours, eh bien, souvent avec des problèmes géopolitiques. 1936, eh bien là, tout le monde a peur de Hitler. Hein, il y a le Premier ministre Chamberlain qui va à Berlin et qui dit « Tout est résolu, j'ai vu le chancelier, il n'y aura pas de guerre, hein, on ne va pas envahir la Pologne, etc. etc., etc. » Hein, ce qui est complètement faux. Hein. Et donc, en fait, eh bien, ces jeux peuvent se tenir et j'ai la caution d'Hitler, tout se passera bien. Hein, évidemment, c'est oublier que les premiers camps de concentration datent de 1933. Donc, en fait, on va avoir un certain nombre, hein, notamment de jeux qui vont soulever des problèmes géopolitiques énormes. Je pense 1956, à travers notamment eh bien, les Anglais, hein, et les Français avec le canal de Suez, hein, Montréal avec un certain nombre de pays africains, ou encore à Sochi avec notamment eh bien, tous les problèmes liés à tout ce qu'on connaît avec notamment la Crimée qu'on verra par la suite. Alors, simplement que vous compreniez bien, c'est qu'il y a différentes étapes, notamment dans le système olympique international, il y a différentes ères. Il y a une ère qu'on appelle l'ère internationale, c'est une ère d'internationalisation où les choses vont se mettre globalement en marche. Or, généralement, hein, ça va de Athènes 1896 à Berlin 1936. Il y a une deuxième ère qu'on appelle l'ère politique, l'ère donc de 1936 à 1984, que je vais détailler maintenant si vous le voulez bien. Alors, cette ère politique, on va utiliser l'olympisme à des fins politiques. Et donc, ceux qui l'ont utilisé très très bien, eh bien, ce sont les nazis. Et les nazis, là, regardez, je vous ai mis une photo, hein, notamment des nazis qui vont tout simplement, eh bien, utiliser cet olympisme comme un objet de propagande, et notamment en créant quelque chose qui aujourd'hui, eh bien, va être mis au goût du jour à partir du 8 mai 2024, grâce à l'arrivée du Belém, du bateau Belém qui va amener la torche olympique. Eh bien, ce sont les nazis qui vont créer ce relais, la torche olympique, hein, et donc ce fameux relais, eh bien, va se faire depuis la ville d'Olympique avec une première torche. Alors, cette torche hein, est allumée par une grande prêtresse ici devant le temple d'Héra à Olympie. Alors, ils vont créer ce fameux relais avec 3075 relayeurs, 3075 kilomètres hein, qui vont eh bien, être exécutés à travers la Grèce, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, Autriche, Tchécoslovaquie, Allemagne. C'est tout simplement, eh bien, on va expliquer que des jeux vont avoir lieu. Et ces jeux, eh bien, initialement, durant l'Antiquité, on parlait de l'ékéchoria, de la trêve olympique. Eh bien là, maintenant, cette trêve olympique, eh bien, cet ékéchoria, cet appel tout simplement à la trêve, eh bien, aujourd'hui est annoncé par le relais de la flamme olympique. En France, ça sera le 14 avril, j'ai une bêtise, le 16 avril 2024, que va être allumée la flamme olympique. Alors regardez, hein, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Hein. On a Eric Schlegel ici, tout simplement, qui apporte le flambeau. On a tout simplement des masses qui vont accueillir. On est bien dans cette propagande nazie avec une célèbre cinéaste qui s'appelle Leni Riefenstahl, hein, qui va utiliser notamment eh bien, cet olympisme. Alors regardez peut-être ce chaudron. Ce chaudron, c'est très très intéressant hein, pour ceux qui s'intéressent à l'Antiquité grecque parce qu'on a la célèbre Pythie, notamment à Delphes, hein, vous savez, qui fait le lien entre les dieux et les humains, et tout simplement elle est assise sur un trépied. Et ce trépied, en fait, eh bien, va être reproduit par les nazis, hein, notamment par Goebbels, le ministre de la propagande, tout simplement pour reproduire ce trépied de la Pythie à travers ce chaudron à Berlin, qui est toujours exposé notamment à Berlin. Alors regardez hein, donc ce fameux trépied qu'on trouve ici, mais surtout regardez ce lien entre l'Antiquité grecque hein, et l'Allemagne nazie hein, avec la porte de Brandebourg. Hein, on voit cet athlète grec hein, avec notamment la couronne de laurier. Alors, les Jeux également, hein, très politiques, en 1968, hein, les Jeux vont avoir lieu à Mexico. J'ai pris quelques exemples hein, pour ce soir. Et ces Jeux de 1968, très importants, parce que c'est la première fois qu'on a 2 satellites géostationnaires, Early Bird et ATS-3, qui vont retransmettre en mondiovision les Jeux. Incroyable! On a au même moment, en 1968, eh bien, tout des gros problèmes, notamment des Afro-Américains,
hein, je vous rappelle que c'est le temps de Martin Luther King, eh bien, tout simplement, nous allons avoir deux Afro-Américains, une image très connue avec notamment Smith et Carlos, qui vont tout simplement, hein, les Black Panthers, hein, eh bien, dénoncer hein, au reste du monde eh bien, ce qu'ils subissent. Et regardez, c'est très intéressant parce que juste avant de monter sur le podium, Smith et Carlos se disent mais comment on peut interpeller eh bien, tout l'environnement international. Et là, ils se disent ah bah tiens, on va pouvoir peut-être mettre des gants comme les Black Panthers, sauf qu'ils n'ont qu'une paire de gants. Eh bien, regardez, ils vont se partager. Smith, main droite, et Carlos, main gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est Peter Norman ici, qui va revêtir en fait le fameux badge, hein, notamment qui tout simplement explique que les droits humains hein, deviennent nécessaires. Alors, il faut savoir que Peter Norman n'aura plus jamais le droit de sortir, notamment d'Australie, hein, parce qu'il a aidé des Afro-Américains. Hein, il faut savoir que les deux Afro-Américains eh bien, ont enfoncé en fait, l'Amérique quelque part, et donc en fait, ils vont rentrer aux États-Unis, ils seront mis au banc de la société. Et il faudra attendre uniquement Barack Obama pour avoir une certaine, une valorisation de ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils font, Smith et Carlos? Regardez, en 2006, nous avons Peter Norman qui meurt en Australie et ils vont en fait porter son cercueil, hein, à titre évidemment de remerciement parce qu'il a mis, hein, il a mis sur sa poitrine ce fameux badge. Alors, au même moment, dans cette ère politique, nous allons avoir des boycotts. Ces boycotts, c'est un petit peu complexe, donc je vais essayer d'être le plus simple possible pour que vous compreniez bien. C'est que les boycotts, il y a trois formes de boycott, ce qu'on appelle le premier degré, deuxième et le troisième. Le premier degré, ce qu'on appelle le modèle binaire également, premier degré, c'est relativement simple. Je suis communiste, j'aime pas les capitalistes. Je suis capitaliste, j'aime pas les communistes. C'est relativement simple. Les jeux ont lieu à Moscou, eh bien, globalement, eh bien, les capitalistes n'y vont pas. Voilà. Donc, relativement simple. La même chose, c'est organisé par les capitalistes, je suis communiste, je n'y vais pas. Le plus simple. On a des jeux qui sont à peine plus complexes, ce qu'on appelle les jeux de Melbourne 1956, où tout simplement, eh bien, nous allons avoir eh bien, un pays qui organise les jeux. Donc là, on a bien compris, ce sont les Australiens qui organisent les jeux. Et là, nous allons avoir des pays qui vont boycotter Melbourne. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, certaines nations veulent revendiquer ou tout simplement dénoncer des faits majeurs. Par exemple, l'URSS boycotte, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse vont boycotter les Jeux. Pourquoi? Parce que l'URSS a envoyé les chars, notamment en Hongrie, et vous le savez, 3000 morts. Nagy, le Premier ministre, sera exécuté, et donc ils vont boycotter. On va avoir la crise du canal de Suez par les Égyptiens, par le Liban, par l'Irak, parce que les Français, le Royaume-Uni et entre autres Israël vont tout simplement eh bien, vouloir conserver cette privatisation notamment du canal de Suez. On aura la crise chinoise également avec tout simplement la présence de Taïwan. Hein, donc la Chine populaire va boycotter les Jeux. Donc ça à peine plus complexe. Et enfin on a le troisième type de boycott, ce qu'on appelle le modèle quadrangulaire, là, qui est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que globalement les Jeux ont lieu à Montréal. Ces Jeux ont lieu à Montréal et on va boycotter les Jeux de Montréal parce qu'il y a un pays qui ne va pas aux Jeux, mais ce pays qui ne va pas aux Jeux entretient des liens avec un pays qui y va. L'Afrique du Sud n'y va pas, mais la Nouvelle-Zélande ne doit pas entretenir de liens avec l'Afrique du Sud parce que nous sommes en plein apartheid. Et l'Afrique du Sud donc, reçoit la Nouvelle-Zélande. Cette Nouvelle-Zélande vient aux Jeux de Montréal. Et donc, nous allons avoir des pays africains qui vont boycotter parce que, tout simplement, la Nouvelle-Zélande est présente. Donc, en fait, on ne va pas boycotter l'Afrique du Sud, on va boycotter un pays qui a des liens avec l'Afrique du Sud. Alors, tout ça fait que, bien, vous l'avez sans doute compris, c'est que ces Jeux posent un problème parce qu'il y a des boycotts, parce qu'il y a des nations qui organisent des Jeux, et à chaque fois, ce sont les nations qui invitent les autres nations. Paris 1924, eh bien, la France ne va pas inviter les vaincus. C'est la France qui invite. Durant les boycotts, ce sont toujours les nations qui invitent. Donc le CIO se dit, mais on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, qu'est-ce que fait le CIO? Il va décider, tout simplement, notamment à partir de Los Angeles, eh bien, de revoir le système d'invitation. Et donc, jusqu'en 1984, les invitations étaient émises par le pays organisateur. Et depuis 1999,
les CNO sont obligés de participer aux Olympiades et également, c'est le CEO qui envoie les invitations. C'est plus le pays organisateur. Voilà. Pour Paris 2024, il y a 206 pays au CIO, 206, 193 à l'ONU, 211 à la FIFA. Sur les 206, un pays ne sera pas à Paris, c'est le Guatemala. Le Guatemala a été suspendu par le CIO. Nous n'aurons pas la Bélarus, qui n'a pas le droit. Nous n'aurons pas la Russie, mais nous aurons d'autres pays tels que, d'autres structures. On aura 203 pays. On aura les athlètes neutres, on verra un peu à la suite, et il y aura ce qu'on appelle les équipes des réfugiés. Par exemple, des pays en guerre tels que l'Afghanistan, la Syrie. Alors, regardez donc dans cette charte olympique, c'est la toute dernière, elle date de 14 octobre 2023. Les invitations à prendre part aux Jeux olympiques sont envoyées par le CIO maintenant à tous les comités olympiques nationaux. On ne dit pas la France, on dit le Comité national olympique français, une année avant la cérémonie d'ouverture. Seuls les CNO reconnus par les CIO peuvent soumettre des inscriptions aux Jeux olympiques. Je fais simple, la Russie ne peut pas proposer des athlètes. La Bélarus ne peut pas soumettre des athlètes. Le Guatemala ne peut pas soumettre des athlètes parce qu'il est suspendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le CIO va mettre en place des équipes réfugiés, des équipes d'athlètes neutres pour pouvoir permettre aux athlètes de pouvoir participer. Alors, après cette ère d'internationalisation politique, nous avons maintenant ce qu'on appelle une ère économique. Cette ère économique, c'est 1984 et elle va globalement aller jusqu'à Sydney 2000. La quatrième ère, ce qu'on appelle une ère d'écologisation, c'est Sydney 2000, c'est Tokyo 2020, Paris 2024. Eh bien, par exemple, c'est après les accords de Kyoto. Il y a une nécessité de prendre en compte l'environnement. La maison brûle, comme disait Jacques Chirac. Pour Paris 2024, moi, je n'habite pas à Paris, mais vous qui habitez ici, eh bien, vous voyez pertinemment sur la scène des bateaux mouches. Vous voyez également beaucoup de bateaux qui sont parqués ou qui sont amarrés le long des quais. Eh bien, jusqu'à maintenant, tous les bateaux rejetaient tout dans la Seine, tout. Avec Paris 2024, avec cette volonté de rendre la Seine beaucoup plus propre, tous les bateaux maintenant doivent être reliés aux égouts à Paris. Voilà, donc voilà un petit peu des choses un petit peu nouvelles. Donc cette ère d'écologisation est très importante. Pour Paris 2024, c'est la première fois que tous les événements seront raccordés au réseau électrique français. Avant, ça ne se faisait jamais. Jamais. Notamment pour la Coupe du Monde de rugby, ce sont tous des camions, des groupes électrogènes, plusieurs camions qui viennent à côté des stades et toute l'électricité est produite par les groupes électrogènes. Donc imaginez des camions avec plein de fuel, enfin je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, là, du gasoil ou que sais-je encore, et ça vient alimenter tous les stades. C'est la première fois que c'est relié au réseau électrique. La vraie problématique, c'est Tokyo, 1 million d'attaques cyber. Est-ce que le réseau électrique, avec les attaques cyber, voilà. Donc regardez, dans cette ère écologique, eh bien pourtant on a quand même bien des revendications. Regardez, je vous ai mis 2016 à Rio. On a un athlète qui est vice-champion olympique, Feyisa Lelissa, qui est vice-champion olympique de marathon. Et lui, quand il arrive, même sur le podium, il va tout simplement faire le geste, notamment ce fameux geste qui va dénoncer l'attitude du gouvernement à l'égard des Oromos, ce groupe ethnique dont il est issu. Alors je vous dis tout de suite, lui, il ne rentrera jamais, notamment en Éthiopie, pour pas, évidemment, avoir des soucis particuliers. Alors, l'olympisme, c'est aussi des principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux, alors souvent on parle de valeurs. Moi, les valeurs, ça ne me parle pas du tout. L'amitié, le fair play, la courtoisie, que sais-je encore. Je trouve que ça n'a pas réellement de sens. L'olympisme se définit par des principes au nombre de 7. Et ces 7 principes, eh bien, vous avez par exemple le respect des droits de l'homme, des droits humains. Vous avez également la neutralité politique. On en reparlera peut-être avec Zelensky, avec Poutine tout à l'heure. Mais il y a également cet article 6, ce principe numéro 6 qui est très intéressant,
C'est la jouissance des droits et libertés reconnus par la présente charte olympique qui doit être assurée sans discrimination d'aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cet article 6, ces principes, énoncent, eh bien en fait, ce qui va se passer à Paris. À Paris, bien évidemment, il y aura des Russes et des Bélarusses à Paris. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Russes et des Bélarusses, parce qu'il y a Poutine, eh bien le vrai problème, c'est qu'on ne respecte pas ces principes. Et si on veut respecter ces principes, il faut qu'il y ait des Russes et des Bélarusses, évidemment, qui ne fassent pas de prosélytisme pro-Poutine. Ou qui ne soient pas entachés de dopage ou que sais-je encore. Donc en fait, ces principes sont très importants. Il y a quelques mois, j'étais à Rio de Janeiro pour donner différentes conférences. Et là, en fait, ce qui revenait en permanence, ce n'était pas la guerre en Europe, c'était en raison du sexe, de l'orientation sexuelle. Est-ce que ce n'est pas discriminant que les transgenres ne puissent pas aller aux Jeux Olympiques? Amérique du Sud, ça portait que dessus. Ce qui touche un peu moins, notamment en France. Donc on le voit dans les questions. En Amérique du Sud, c'était uniquement sur transgenre. Est-ce que ce n'est pas discriminant d'interdire les transgenres? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est transgenre, eh bien, c'est compliqué d'aller aux Jeux Olympiques, voire impossible. Parce que les fédérations internationales ne tolèrent pas qu'il y ait des transgenres, notamment dans les équipes nationales. Est-ce que c'est discriminant ou pas? Alors, Paris 2024, eh bien, comme à chaque fois, il y a eu ce qu'on appelle la trêve olympique, l'Ekekoria type Grèce antique. Et là, cette trêve olympique a été lancée en 92 et existe depuis donc 93. Et c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui va tout simplement, eh bien, en exprimant son soutien, eh bien, voter. Notamment une phrase qui est l'édification d'un monde pacifique est meilleure grâce au sport et à l'idéal olympique. Et je vous ai mis les chiffres ici, et on s'aperçoit que bien, généralement c'est toujours bien suivi. Regardez pour Paris, ça s'est fait le 21 novembre 2023, où la 78e session a voté à 118 voix pour notamment cette trêve olympique. Et cette trêve olympique, elle compte 7 jours, elle débute 7 jours avant le début des Jeux et 7 jours après la clôture des Jeux paralympiques. Vous êtes prêts? Poutine, trêve olympique, Sochi, du 7 au 23. Lui, il ne s'ennuie pas trop, regardez. Les Jeux vont jusqu'au 23, 27-28, il annexe la Crimée. Donc en fait, on vient de finir les Jeux olympiques. On n'a pas fait les Jeux paralympiques. Et là, vous êtes peut-être en tête, 2022, il va chez son ami Xi Jinping aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux ont lieu du 4 au 20. Le 24, eh bien, tout simplement, il envahit l'Ukraine. Et pourtant, la trêve a bien été votée. Voilà. Donc, vous voyez que globalement, cette trêve olympique, c'est quelque chose de très symbolique. Mais on s'aperçoit que, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, au niveau géopolitique, au niveau de Paris 2024, eh bien, la Russie, ça fait 2 fois qu'ils font le coup. Notamment de non-respect de la trêve olympique. Non-respect, ça veut dire que globalement, ils viennent contredire les principes de la charte olympique, donc ils sont hors la loi du point de vue CIO. Alors, qu'est-ce que fait le CIO? Le CIO, c'est relativement simple. Immédiatement, je remets, c'est le 24 février que tout simplement Poutine envahit l'Ukraine. Le 24 février, immédiatement, condamnation. 25 février, ils prennent la décision d'annuler toutes les manifestations sportives actuellement prévues en Russie, en Bélarus. 28 février, la commission exécutive, c'est le gouvernement du CIO, recommande de ne pas autoriser les participations d'athlètes et d'officiels russes. Et c'est là que ça va poser problème, de ne pas autoriser la participation d'athlètes. Impossible! C'est impossible! C'est totalement interdit. C'est-à-dire que globalement, vous êtes dans un pays, vous avez un passeport, parce que vous êtes russe, vous n'avez pas le droit de participer. C'est totalement discriminant aux yeux de l'ONU. Donc le CIO est obligé de faire marche arrière. Regardez, le 14 septembre 2022,
Eh bien, tout simplement, nous allons avoir 2 rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, vous avez le nom des 2 personnes, qui vont adresser ce courrier au CIO en expliquant qu'au CIO, c'est pas bien, c'est hyper discriminant. Ils n'ont pas le droit de faire ça, le CIO. Donc, en fait, le CIO va réunir en urgence le 9 décembre 2022 un sommet olympique. Je vais faire simple, les fédérations internationales, les 206 pays, sans évidemment la Bélarus et la Russie, et tout simplement, ils vont débattre. Qu'est-ce qu'on fait suite à l'ONU, cette réprimande de l'ONU? Eh bien, tout simplement, la très grande majorité des participants vont poursuivre ces sanctions et donc ils vont acter ces sanctions et surtout, ils vont prendre des mesures dans le sens où ils vont prendre en compte ce que dit l'ONU. Et le 25 janvier, tout ça est acté officiellement par le CIO. Et donc, ils vont autoriser ceux qui sont propres, qui ne font pas de prosélytisme pro-Poutine, à pouvoir faire les Jeux, à continuer à faire du sport au niveau international. Qu'est-ce que fait l'ONU le 1er février? Eh bien, tout simplement, elle va féliciter le Comité international olympique d'envisager l'admission des athlètes russes et bélarusses. Donc, vous voyez qu'on entend les médias qui disent « Ah, ben, c'est pas normal, le CIO tolère que les Russes viennent. » Non. Le CIO a dit initialement « Pas de Russes, pas de Bélarusses. » Suite à l'annexion, suite à l'envahissement de l'Ukraine. Immédiatement, l'ONU dit « C'est totalement interdit de faire ça. » Donc, volte-face, le CIO étudie chaque cas. Donc, je vais vous donner exactement le nombre de chiffres, d'athlètes déjà sélectionnés. Vous allez voir, c'est ridicule, ceux qui vont arriver à Paris. Donc là, immédiatement, la structure des droits de l'homme, le 4 mai 2023, dit clairement, on ne peut pas être victime et subir une discrimination sur la base de son passeport. Et là, l'ONU dit, il y a tout simplement eu la Deuxième Guerre mondiale avec des nazis, et tout le monde n'était pas forcément nazi. Il y a des personnes qui ont tenté de tuer Hitler. Donc, en fait, il faut faire très attention. Alors là, que se passe-t-il? Je vous donne en mille. Eh bien, tout simplement, Zelensky, le président de l'Ukraine, n'est pas d'accord. Parce que lui, il met en place ce qu'on appelle un décret du gouvernement ukrainien qui vise à priver les fédérations sportives nationales de leur statut national. S'ils autorisent les Ukrainiens à faire du sport, et notamment contre des Russes et des Bélarusses propres. Donc, le CIO va tout de suite protéger les athlètes ukrainiens, et tout simplement en leur donnant de la possibilité de pouvoir s'entraîner avec des fonds spéciaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous l'ai mis clairement, dans le monde aujourd'hui, il y a environ 70-80 conflits armés. Le seul aujourd'hui conflit armé qui est en Ukraine, parmi les 70, le seul, c'est l'Ukraine, où aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes sur Paris 2024. C'est le seul. Donc, très compliqué. 14 septembre 2023, le CIO dit qu'il prend en compte tous les tiraillements intérieurs auxquels les athlètes peuvent être en proie en raison de l'agression dont est victime leur pays. Les athlètes, aujourd'hui, se retrouvent au milieu d'un système où, globalement, ils sont victimes. Alors, les recommandations du système, du CIO, c'est de dire les athlètes russes et bélarusses ne sont plus russes et bélarusses, ils sont neutres. Et toujours, aucune manifestation, aucun drapeau, aucun hymne, et tout simplement, aucun représentant des gouvernements ou des États russes et bélarusses ne peut être invité. Et donc, l'ONU, ça valide. Et donc, en fait, on va avoir des réactions, évidemment. Évidemment, on a des réactions. Et regardez la Russie. Regardez. Les paramètres et les critères annoncés par le retour des Russes dans les compétitions internationales sont totalement inacceptables, disent les Russes. Et les décisions de la commission exécutive CIO ne sont en rien d'autre qu'une farce qui viole de manière flagrante les principes de base de la Charte olympique et de la Charte des Nations unies. En Russie, avant même la publication des recommandations, le CIO était déjà qualifié d'agent des États-Unis d'Amérique. Poutine, le 19 octobre 2023, à Perm, dans l'Oural. Les Jeux eux-mêmes peuvent être utilisés comme un instrument de pression politique, comme un instrument grossier de discrimination raciste et éthique. Zelensky, suite aux réactions, elles étaient inacceptables et le CIO est présenté comme étant du côté des Russes. Donc en fait, on est dans quelque chose de très, très, compliqué. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les athlètes qui sont là au milieu.
Et là, qu'est-ce que fait le CIO? Ben, le CIO, ce n'est pas simple pour lui, parce que vous allez voir qu'en 68, avec l'apartheid, c'était beaucoup plus simple, mais ça, je vous le laisse pour la fin. Donc, qu'est-ce qu'il fait le CIO? En mai 2023, eh bien, tout simplement, il va solliciter le G7 pour bénéficier de son appui par rapport à ça. Et donc, le G7 va respecter totalement ce que décide le CIO, et les athlètes russes et bélarusses de ne pas apparaître en aucun cas comme représentant leur État. On va avoir la même chose sur le mouvement des non-alignés, les 120 pays, où tout simplement, eh bien, le 7 juillet, le CIO est également suivi par le mouvement des non-alignés. Le G20 à New Delhi, le 9 et 10 décembre 2023, eh bien, on va avoir la même chose. Le G20 réitère sa volonté que tout le monde participe aux Jeux. Bien évidemment, pas la Russie et la Bélarus, mais des athlètes neutres. Donc, depuis février 2022, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'annexion, depuis l'envahissement de l'Ukraine, eh bien, nous avons des athlètes neutres. Il n'y a eu aucun incident. Il y a eu, on a délivré des visas. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? En Ukraine, eh bien, tout simplement, suite à ce décret, eh bien, on s'aperçoit, par exemple, qu'au championnat du monde de judo et taekwondo, eh bien, les athlètes ukrainiens étaient absents car ils avaient été interdits de participation. C'est compliqué, ça. Ça veut dire que ça fait presque 2 ans qu'il y a des test events pour acquérir des points pour aller à Paris 2024. Si on ne fait pas les compètes, on n'a pas de points pour aller à Paris. Ce qu'il y a ce qu'on appelle des ranking leagues, des classements mondiaux. Donc ça veut dire que le système ukrainien interdit à ses athlètes d'aller dans les compétitions pour acquérir des points parce qu'il y a des athlètes neutres. Donc en fait, il est difficile de se qualifier pour les Jeux. Et je cite, il est difficile de comprendre pourquoi les athlètes ukrainiens sont autorisés, parce qu'il y en a qui sont autorisés, à concourir en tennis, en cyclisme, mais pas en tennis de table, ou en natation, ou en judo. Donc très compliqué. Et donc en fait, on a même le président de la Fédération ukrainienne de tennis, qui en mars 2023, je cite, « Par cet appel, nous exprimons une position concernant l'éventuelle décision du CNO ukrainien sur un boycott complet pour les joueurs de tous les tournois internationaux où jouent les Russes et les Bélarusses. Une telle décision conduira à la destruction du tennis ukrainien. » Voilà. Donc en fait, compliqué à gérer. Et là, on va même avoir quelque chose d'assez incroyable. La Fédération internationale d'escrime, eh bien, va se battre contre les Polonais pour dire aux Polonais, c'est inadmissible, vous refusez de délivrer des visas aux athlètes neutres, russes et bélarusses. Et donc, comme vous refusez, eh bien, nous, on va ôter les championnats d'Europe en Pologne pour les mettre en Bulgarie, de telle manière à permettre aux athlètes neutres de pouvoir participer. Mais tenez-vous bien, eh bien, les athlètes ukrainiens ont uniquement été autorisés à concourir dans des disciplines auxquelles les athlètes individuels neutres ne participaient pas. Donc ça veut dire que globalement, ils ne peuvent pas se qualifier pour Paris 2024. Alors, les invitations ont pourtant été envoyées le 26 juillet 2023, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que 203 CNO qui sont admissibles pour Paris 2024. Donc on a compris, Russie, Bélarus et le Guatemala. Voilà. Et donc le jeudi 19 octobre 2023, à Perm, Poutine déclare « Une invitation au jeu n'est pas pour le CIO un droit inconditionnel pour les meilleurs athlètes, mais une sorte de privilège. » Alors, il va y avoir, cerise sur le gâteau, si vous avez suivi l'actualité, le 5 octobre 2023, le comité olympique russe, lui, s'y met et il décide d'inclure parmi ses organisations sportives régionales eh bien, des régions ukrainiennes, Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia, qui vont tout simplement tomber dans le giron du comité national olympique russe. Et donc le CIO prend une décision qu'en plus de Poutine, en plus de la Russie, maintenant le CNO russe eh bien, porte atteinte à l'intégrité, notamment viole la charte olympique. Donc il y a une suspension maintenant du CNO russe. Alors, qu'est-ce que fait Poutine? Poutine, il fait exactement comme en 1984. Eh bien, écoutez, c'est simple, vous ne voulez pas qu'on vienne à Paris 2024? Eh bien, on va lancer nos Jeux mondiaux de l'amitié. Et du 15 au 29 septembre 2024, on aura nos propres Jeux. Souvenez-vous des Spartakiades 1928. Eh bien, Poutine, avec ses amis
de l'organisation internationale BRICS, Brésil, Russie, Inde, etc., eh bien, tout simplement, vont organiser à Moscou, Ekaterinbourg et à Minsk, eh bien, des Jeux mondiaux avec 10 000 athlètes dans 27 sports. Pour vous donner un ordre d'idée, Paris sera 10 500 et ça sera Paris, 28 sports plus 5 additionnels, BMX, surf, etc., etc. Donc en fait, on retombe exactement, regardez, dans ce qui avait été mis en place par les Jeux de l'amitié en 84 suite au boycott des Jeux de Los Angeles. Et il y avait eu à cette époque-là 49 pays qui avaient participé. Alors le 9 décembre 2023, suite à l'invitation, eh bien le CIO a préparé en fait French version ici même, eh bien un document où chaque athlète est obligé de signer les 8 pages s'engageant, notamment les Russes et les Bélarusses, s'engageant à ne pas violer la charte olympique, à ne pas tout simplement faire du pro-Poutine. Alors, ces conditions d'admission strictes des athlètes individuels neutres aux Jeux sont exactement les mêmes que celles qui leur ont permis de se qualifier, à savoir eh bien, de respecter toutes les demandes du CIO, à savoir eh bien, exactement ce que je vous dis, de rester le plus neutre possible. Alors le 8 décembre 2023, ben voilà, la réalité des chiffres, c'est que sur les 4600 athlètes déjà qualifiés pour Paris, 4600 déjà sont qualifiés, là, il y aura 10 500 en tout, eh bien on a 11 athlètes neutres qui sont qualifiés, 11 seulement. Il y en a 8 Russes et 3 Ukrainiens. Donc globalement, le CIO part du principe qu'il devrait y avoir à Paris entre 50 et 60 Russes, propres, pas dopés, et pas Poutine. Pour vous donner une idée, à Londres 2012, on avait 436 Russes. Voilà. Les Ukrainiens, aujourd'hui, il y en a 60 de qualifiés. Et le CIO, eh bien, tout simplement, a débloqué 7,5 millions de dollars d'aide aux athlètes ukrainiens. Donc, c'est un chiffre qui a été triplé pour permettre aux Ukrainiens de venir. Et donc, en fait, vous le voyez, aujourd'hui, les choses ont tendance un petit peu à s'inverser. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus, évidemment, d'Ukrainiens que de Russes et de Bélarusses. Or, il y a une solution, à mon avis. Cette solution, eh bien, vous l'avez là. Et ce sera la conclusion un petit peu de mes propos de ce soir-là. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, le CIO eh bien, répond à l'ONU, nécessité tout simplement eh bien, d'accueillir tout le monde, des gens propres. Voilà. Mais en fait, il y a une solution qui avait été amenée en 1968. Je vous ai mis en fait la résolution de l'ONU du 2 décembre 1968, où tout simplement, eh bien, la décision de l'ONU pour lutter contre l'apartheid, c'était simple, a demandé à tous les États et organisations de suspendre les échanges culturels, éducatifs, sportifs et autres avec le régime raciste avec les organisations ou institutions de l'Afrique du Sud qui pratiquent l'apartheid. Et donc cette résolution de l'ONU 2396 avait simplement exclu l'Afrique du Sud. C'est relativement simple. Pour résoudre tout problème, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dit simplement que la Russie et la Bélarus n'ont pas le droit, eh bien, tout simplement, eh bien, d'avoir des échanges culturels, éducatifs, sportifs et autres avec les pays démocratiques. Sauf que, c'est la conclusion, au Conseil de sécurité de l'ONU siègent la Chine et la Russie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup, Éric Monin, pour ce panorama de tous les aspects conflictuels liés aux questions géopolitiques que soulèvent les Jeux Olympiques et puis la trêve olympique. Donc peut-être donner tout de suite la parole à la salle, parce que je suppose que vous avez des réactions ou des questions de votre côté. Je crois que Mathilda a le micro, donc il suffit de lever la main et vous aurez un micro pour poser votre question. Merci, Monsieur Monin, pour cette excellente intervention. J'ai une question plus personnelle à vous poser, parce que, donc évidemment, vous êtes un grand sportif vous-même. Avez-vous été impliqué dans un événement olympique en tant que sportif ou en tant qu'organisateur? Et avez-vous senti certaines des tensions que vous décrivez dans votre présentation?
Alors, le dernier événement auquel j'ai participé, c'est les Jeux de Pyeongchang. Donc, j'étais à Pyeongchang, à Gangneung, en Corée du Sud. C'était en 2018. Et en 2018, vous vous souvenez du panorama, hein, c'est-à-dire qu'on a le président nord-coréen, hein, et on a le président américain, Trump. Voilà. On a problème fusée, Troisième Guerre mondiale, hein, tout le monde se souvient du contexte, hein, relativement chaud. Et là, quand je suis donc en Corée du Sud, eh bien, il y a une équipe nord-coréenne avec une équipe sud-coréenne qui fusionne en une équipe coréenne. Et en fait, c'est un peu ça la magie. C'est un peu ça la magie des Jeux Olympiques, c'est de pouvoir avoir dans le même stade 206 nations, ou des nations qui ne se parlent pas. Alors, vous allez me dire, on est peut-être un peu dans l'angélisme, un petit peu dans Alice au Pays des Merveilles, mais ça n'empêche que c'est bien la réalité quand même. Et vous voyez, je vous ai parlé un petit peu de Staline tout à l'heure avec 52. Hein, il faut aller battre les capitalistes. Hein. En 2018, la Corée du Nord est là sur le sol sud-coréen. Quand même. Attendez, vous avez une sacrée démarche quand même. Hein. On a la Corée du Nord qui est sur le sol sud-coréen. Hein. Alors le président nord-coréen n'était pas là, c'était sa sœur qui était c'était sa sœur qui était présente à la cérémonie d'ouverture. Mais c'est ça qui m'a marqué. C'est ça qui m'a marqué, c'est que ces Jeux, eh bien, réussissent à faire se réunir des États qui ne se parleraient pas normalement. C'est ça qui est incroyable. Et moi, j'avais vécu, parce que j'avais fait également, j'étais dans le comité d'organisation des Jeux de Sydney en 2000. À Sydney, on avait déjà vécu ça, Corée du Nord, Corée du Sud. Mais là, ce qui était d'autant plus fort, c'est que c'était des Coréens du Nord sur le sol sud-coréen. C'est ça qui était impressionnant. Voilà ce que je retiens un petit peu rapidement, qui me vient à l'esprit.